Un paquebot transportant plus de 2200 personnes traversait l'Atlantique Nord à vitesse constante, dans une zone où la glace était omniprésente. Les conditions météorologiques ne laissaient présager aucun danger immédiat. La mer était calme, la nuit était noire, et la traversée se déroulait comme prévu. Au fil de la traversée, des incidents isolés commencèrent à se produire à différents endroits du navire, certains visibles seulement par quelques-uns et d'autres impossibles à observer dans leur intégralité. Il ne reste aucune image ni séquence complète de ce qui s'est passé et plusieurs scènes sont restées fragmentées dès le début. Que s'est-il réellement passé durant cette traversée? Pourquoi le Titanic n'a-t-il pas ralenti cette nuit-là? L'après-midi du 14 avril 1912, le paquebot traversait l'Atlantique Nord sur une route maintes fois empruntée par d'autres navires, bien que les conditions météorologiques ce jour-là fussent inhabituelles. Tout au long de la journée, des alertes concernant la présence de glace commencèrent à arriver de divers navires naviguant dans la même zone. Ces messages signalaient de la présence d'icebergs et de vastes champs de glace dérivant sur la route prévue, certains se trouvant directement sur le cap suivi par le navire vers l'ouest. Les alertes n'arrivèrent pas toutes en même temps, ni avec le même niveau de détail. Certaines mentionnaient de gros blocs isolés, d'autres parlaient d'importantes concentrations de glace. Les messages furent reçus durant la matinée, continuèrent d'arriver l'après-midi et tard dans la nuit. Chacun d'eux était noté et transmis par les opérateurs radio, et plusieurs parvinrent à la passerelle, où les officiers consignèrent les informations disponibles. Malgré ce flux constant d'alertes, la vitesse du navire resta inchangée. Dès le début de la journée, la vitesse du navire s'est maintenue aux alentours de 22 nœuds, une vitesse typique pour un bâtiment de cette taille en haute mer. Aucun ordre clair de réduction de vitesse n'a été donné durant la journée. Pourquoi la vitesse n'a-t-elle pas été ajustée? À la tombée de la nuit, le ciel était dégagé et l'obscurité s'est progressivement installée. Les alertes de glace persistaient. Le navire a continué sa route, propulsé par ses moteurs à une vitesse similaire à celle maintenue durant la journée. Dans les heures précédant la collision, de nouveaux messages sont parvenus, confirmant l'abondance de glace dans la zone. Certains décrivaient de vastes champs de glace, d'autres évoquaient de nombreux icebergs visibles au loin. Ces informations ont été reçues alors que le navire poursuivait sa progression. Sur la passerelle, les officiers ont continué leur quart de nuit, surveillant la navigation et les communications. La présence de glace était considérée comme un risque connu à ces latitudes, surtout à cette période de l'année. La vitesse a été maintenue, partant du principe que le navire pourrait manœuvrer si un obstacle visible apparaissait, moyennant un préavis suffisant. Ce manque d'ajustement, connu du commandement, a été pris en compte dans la suite de décisions qui ont précédé l'impact. Comment un iceberg a-t-il pu passer inaperçu jusqu'au dernier moment? La nuit s'écoula sans la moindre perturbation visible tandis que le navire traversait l'Atlantique Nord, enveloppé d'un calme inhabituel. La mer était si lisse qu'elle ressemblait à une surface polie, sans la moindre écume, et aucune vague ne venait s'écraser contre la coque. Cette immobilité, qui en d'autres circonstances aurait été un avantage, devint un facteur silencieux qui modifia complètement la perception de la glace depuis le pont. Dans ces conditions, les contrastes habituels s'estompaient et l'horizon se réduisait à une ligne sombre, presque uniforme. L'obscurité était profonde. Aucune lune n'éclairait la mer et le ciel dégagé n'offrait aucun point de repère. L'absence de vagues éliminait l'un des rares indices visuels qui trahissaient habituellement la présence de glace au loin, le ruban blanc de l'eau se brisant sur une masse solide. Cette nuit-là, cet avertissement naturel était absent. Si de la glace se trouvait à l'horizon, elle ne laissait apparaître aucun signe visible avant d'être trop proche. Tout en haut du navire, les vigies montaient de la garde, scrutant l'horizon, les yeux rivés sur l'obscurité. Ils s'efforçaient de discerner la moindre forme, la moindre ombre qui ne fût ni du ciel ni de la mer. La tâche exigeait une concentration constante, mais la nature humaine imposait des limites que la simple attention ne pouvait franchir. Dans l'obscurité totale, l'œil humain met du temps à s'adapter et, même alors, perd en précision en l'absence de repères clairs. Le froid était intense et l'air limpide, ce qui pouvait donner l'impression d'une excellente visibilité. Cependant, cette clarté était trompeuse. Par des nuits comme celle-ci,
de grands objets proches pouvaient se fondre dans l'obscurité jusqu'au dernier moment. La glace ne reflétait pas sa propre lumière et sa silhouette se confondait avec le paysage. Sans vagues, sans reflets, sans contraste, l'iceberg n'apparaissait pas comme un bloc distinct, mais comme une masse sombre à peine perceptible. Les minutes s'égrenaient, le navire poursuivait sa route et le temps jouait contre les vigies. La vision nocturne ne fonctionne pas comme la vision diurne. L'œil perd en acuité visuelle, les contours deviennent flous et la profondeur est plus difficile à évaluer. Ce qui apparaît comme une ombre lointaine pourrait n'être rien du tout, et ce qui est indiscernable pourrait déjà être dangereusement proche. Dans ces conditions, la détection se joue à quelques secondes près. Lorsque l'iceberg apparut enfin dans le champ de vision, il ne se détacha pas comme une image nette et précise. C'était une forme surgissant des ténèbres, une masse qui brisait la ligne d'horizon sans laisser le temps de comprendre sa nature. En un instant, le cerveau dut interpréter rapidement ce que les yeux pouvaient à peine distinguer. L'alerte fut donnée immédiatement, mais le temps était déjà compté. À cela s'ajoutait un phénomène connu des marins de l'époque, bien que difficile à identifier sur le moment. Dans certaines conditions de température et d'air froid, la lumière se courbe subtilement et modifie la perception des objets éloignés. L'horizon peut paraître haut et les formes lointaines sont déformées. Ce n'est pas évident, mais cela contribue à rendre un gros objet moins visible jusqu'à ce qu'il soit très proche. Les vigies agissaient dès que l'iceberg fut identifié comme tel. L'alerte fut transmise sans délai, mais le laps de temps était si infime qu'il ne restait que quelques secondes. Aucune détection précoce n'aurait permis une réaction à grande échelle. Face à l'obscurité, au calme de la mer et à l'absence de repères, la perception humaine avait atteint ses limites. Pourquoi une manœuvre correcte n'a-t-elle pas suffi? L'avertissement est venu d'en haut alors que l'iceberg était déjà devant nous. À cet instant, le temps s'est comprimé jusqu'à devenir presque inexistant. S'en sont suivis des secondes où chaque ordre, chaque geste, chaque réaction mécanique s'est enchaînée sans laisser place à la correction. Il n'y avait plus de place pour la réflexion. La manœuvre a commencé immédiatement. Sur la passerelle, la réaction a été automatique. La voie a transmis l'ordre à la barre avec urgence, cherchant à éloigner le navire de la menace qui venait d'émerger des ténèbres. Le timonier a réagi instantanément, tournant la barre avec force, suivant la procédure apprise et répétée depuis des années. L'objectif était clair, modifier suffisamment le cap pour éviter le contact direct. Au même moment, des mesures ont été prises sur les machines. L'instruction a été transmise à la salle de contrôle appropriée pour modifier le fonctionnement des moteurs. Les leviers ont bougé et les indicateurs ont réagi, mais le navire n'était ni léger ni agile. Chaque modification nécessitait du temps pour se traduire par un effet réel sur le mouvement de la coque, et ce temps était compté. La combinaison des commandes de barre et des réglages du moteur a été exécutée rapidement, mais le comportement du navire durant ces secondes critiques n'a pu être évalué immédiatement et clairement. L'inertie accumulée, l'espace disponible et la réaction réelle de la coque se sont conjugués dans une marge extrêmement réduite. Le navire a continué d'avancer tandis que la barre amorçait un changement de cap et l'effet de ce virage n'a pas été instantané. Tout s'est déroulé en séquence fermée, sans possibilité de correction ni de vérification de la pertinence de la manœuvre. Durant ce bref intervalle, la marge était minime. La manœuvre visait à éviter une collision frontale et, apparemment, a réussi à modifier la trajectoire, mais il est difficile de déterminer dans quelle mesure ce changement a pu être décisif. La proue a commencé à dévier, bien que la coque ait continué à s'approcher de la glace selon une trajectoire encore incertaine. Le contact s'est produit alors que le navire répondait encore aux commandes, au moment même où la manœuvre était en cours. Il en a résulté une collision latérale, différente de ce qui se serait produit sans aucune réaction. Il ne s'agissait pas d'une collision frontale, mais l'évitement n'était pas complet non plus. L'iceberg a été laissé sur place et le mal était déjà fait. On ne peut déterminer avec certitude s'il existait une réelle alternative dans ces dernières secondes ou si, dès l'apparition de l'iceberg, l'issue était déjà scellée. La manœuvre était conforme aux procédures établies, mais le moment, le lieu et la réaction du navire laissent encore planer le doute. Pourquoi cela n'a-t-il pas suffi? Pourquoi personne n'a-t-il vu la rupture? Le naufrage s'est fait progressivement dans les premiers instants, le navire étant encore illuminé et conservant une position qui ne laissait présager aucun effondrement imminent.
La proue s'enfonçait lentement tandis que la poupe restait relevée, créant une inclinaison de plus en plus prononcée. Depuis le pont, nombre de ceux qui étaient encore à bord percevaient le mouvement comme une chute continue et non comme une rupture soudaine. Rien n'indiquait clairement que la structure était sur le point de céder. Au fil des minutes, l'inclinaison s'accentua. L'angle devint évident dans les coursives, les escaliers et sur les ponts extérieurs. Des objets non fixés commencèrent à glisser et l'eau continua d'envahir des zones qui étaient restées sèches auparavant. Le navire demeurait intact à l'horizon, long et continu, ses feux encore allumés et sa silhouette reconnaissable dans la nuit. Dans cette dernière phase, l'attention de ceux qui se trouvaient près de la coque se concentra sur la poupe qui se soulevait et la descente inexorable de la proue. Le bruit de l'eau qui s'engouffrait, le craquement de la structure et le claquement des éléments qui se déplaçaient dominaient l'atmosphère. La perception était brouillée par la peur, l'obscurité et la confusion. On ne disposait d'aucune vue d'ensemble, seulement de fragments pris sous différents angles. Certains témoins se souvinrent d'une vibration inhabituelle sous leurs pieds. Une sensation brève mais intense, distincte du mouvement constant du naufrage. D'autres parlèrent d'un bruit sec, comme si quelque chose avait cédé à l'intérieur du navire. Cependant, ces impressions étaient loin d'être uniformes ou cohérentes. Nombreux furent ceux qui ne remarquèrent rien d'inhabituel à ce moment-là. La position extrême de la coque empêchait toute observation claire. Avec sa poupe relevée, la structure était soumise à des contraintes invisibles de l'extérieur. Ceux qui observaient depuis l'eau ou à distance aperçurent une silhouette sombre, inclinée et mouvante, sans pouvoir distinguer de détails précis. L'obscurité et le chaos rendaient impossible une observation continue et méthodique. Certains affirmèrent avoir vu le navire gîter encore plus soudainement, comme si la chute s'était accélérée pendant quelques secondes. D'autres soutenaient que la descente était continue, sans aucun changement brusque. Les témoignages se contredisaient, même parmi les personnes relativement proches les unes des autres. L'absence de points de repère stables expliquait que chaque perception fut différente. Il n'y a pas eu de moment précis où chacun aurait pu désigner une rupture visible. Aucune séparation nette de la structure avec la surface n'a été décrite. Pour beaucoup, le navire a simplement disparu sous les flots dans une séquence finale confuse, enveloppée de bruit, de cris et d'obscurité. L'idée que la coque se soit brisée n'a pas marqué les esprits cette nuit-là. Après le naufrage, les premières reconstitutions ont supposé que le navire avait coulé d'un seul bloc. Les récits disponibles ne fournissaient pas de description claire d'une rupture visible, et la plupart des témoignages ne mentionnaient pas une séparation complète en deux parties. Pendant des décennies, cette version est restée l'explication communément admise des derniers instants. Cependant, certains témoignages isolés ont continué à faire état de sensations étranges au moment du naufrage. Des personnes qui se trouvaient à l'arrière ont mentionné une gîte extrême suivie d'une secousse soudaine. D'autres se souvenaient d'un bruit distinct, plus fort que les autres, juste avant que le navire ne disparaisse de leur vue. Aucun de ces témoignages ne s'accordait sur suffisamment de détails pour reconstituer une scène claire. L'absence de vue directe était également due à la position des témoins. Ceux qui se trouvaient dans l'eau aperçurent le navire d'en bas et de loin, sa silhouette se détachant sur la nuit. Ceux qui étaient à bord étaient constamment en mouvement, sans avoir une vue d'ensemble. Personne ne disposait d'une vue dégagée et continue de la structure entière au moment critique. Pendant longtemps, ce manque de confirmation visuelle laissa la question en suspens. Le naufrage devint une possibilité discutée, mais non un fait avéré. Les descriptions contradictoires et l'absence de preuves visibles empêchèrent de tirer une conclusion définitive. Le naufrage continua d'être interprété comme la descente progressive d'un seul navire. 5. Pourquoi le navire visible n'a-t-il pas réagi? Alors que le paquebot approchait de sa fin, la nuit de l'Atlantique Nord demeurait claire et silencieuse. La mer était encore calme et le ciel sans lune offrait une obscurité profonde dans toutes les directions. Dans ces conditions, la moindre lumière apparaissant à l'horizon était visible de très loin. Aucune vague ne venait masquer les éclairs, ni aucun brouillard épais ne les voilait. La visibilité, du moins pour les lumières, était excellente. Lorsque la gravité de la situation devint évidente, des signaux visibles commencèrent à apparaître depuis le navire en détresse. Des fusées éclairantes s'élevèrent dans le ciel nocturne, l'une après l'autre,
perçant l'obscurité de brefs éclairs brillants. Chaque lancement traçait un arc de lumière qui s'estompait lentement avant de disparaître. Depuis le pont, ces signaux étaient clairs, sans équivoque, conçus pour attirer l'attention de tout navire se trouvant dans un rayon considérable. Les fusées n'étaient pas lancées isolément ni accidentellement. Elles étaient envoyées à intervalles réguliers selon un schéma reconnaissable par les marins expérimentés. Chaque explosion illuminait momentanément les environs, se reflétant sur l'eau lisse comme un miroir sombre. Il s'agissait de signaux visibles, destinés à être aperçus de loin, même par des navires n'étant pas en contact direct. À une certaine distance, un autre navire était soit immobile, soit se déplaçait lentement dans la même zone océanique. Il n'était pas à des centaines de kilomètres, mais relativement proche, à une distance qui, dans des circonstances normales, aurait permis d'observer facilement les lumières s'élevant dans le ciel. La distance exacte ne put jamais être établie avec une précision absolue, mais des estimations ultérieures la situèrent suffisamment proche pour permettre une réponse. Depuis le navire en détresse, certains aperçurent des lumières à l'horizon qui semblaient appartenir à un autre navire. Ce n'étaient ni des étoiles, ni des reflets fortuits. C'étaient des points lumineux bas et stables, avec l'aspect typique d'un navire immobile ou se déplaçant à faible vitesse. Cette vision renforça l'espoir que les signaux étaient vus et compris. Toute la nuit, les fusées continuèrent de s'élever. Chacune représentait un appel direct, un appel silencieux à tout navire qui pourrait les apercevoir. Pourtant, aucune réponse ne vint de l'autre navire. Aucune lumière approchant ne fut observée, ni aucune manœuvre apparente indiquant une réaction. La silhouette lointaine demeura immobile, inchangée. Malgré les signaux, aucun mouvement n'était constaté vers la zone du naufrage, et rien n'indiquait clairement que la gravité de la situation avait été comprise. L'absence de réaction devenait de plus en plus inquiétante à mesure que les minutes s'égrenaient. Les fusées éclairantes continuaient de monter, mais l'horizon restait immobile. L'autre navire était toujours là, visible, mais immobile. La distance, sans être exacte, semblait suffisamment courte pour permettre une réaction dans un délai raisonnable. Des hypothèses ont même émergé pendant la nuit. Depuis le navire en train de couler, on supposait que l'autre navire voyait les signaux et qu'il finirait par s'approcher. Cette attente persista un moment, alimentée par la présence constante de ces lumières lointaines. L'attente devint de plus en plus tendue. Les fusées éclairaient brièvement la zone, puis tout retombait dans l'obscurité. Chaque éclair était suivi de quelques secondes de silence visuel, durant lesquelles l'horizon semblait inchangé. La répétition de ce schéma renforçait le sentiment que quelque chose clochait. À ce moment-là, le doute ne portait plus sur la visibilité des signaux, mais sur autre chose. Pourquoi n'y avait-il aucune réaction? Depuis le pont, les lumières étaient toujours là, la distance ne semblait pas insurmontable et le temps continuait de passer sans réponse. Pourquoi les canaux de sauvetage étaient-ils insuffisants? Face à l'ampleur des dégâts, une réalité silencieuse s'imposa sur le pont. Les ressources disponibles semblaient incapables de gérer le nombre de personnes à bord. Les canaux étaient là, visibles, alignés de part et d'autre, mais leur nombre contrastait fortement avec l'ampleur de l'évacuation imminente. Cette disproportion ne sauta pas aux yeux. Elle devint évidente au fur et à mesure que l'opération se déroulait et que le temps pressait. Le navire transportait plus de 2000 personnes, passagers et membres d'équipage. Face à un tel nombre, la capacité des canaux de sauvetage disponibles était limitée. Le système n'était pas conçu pour évacuer tout le monde en même temps, mais plutôt pour transférer des groupes sur d'autres navires qui, en temps normal, seraient venus à leur secours. Cette idée faisait partie du plan initial, mais cette nuit-là, les secours ne se matérialisèrent pas immédiatement, révélant les limites du dispositif prévu. Dès que l'ordre de préparer les canaux de sauvetage fut donné, un processus se mit en marche qui n'avait jamais été répété dans une situation réelle de cette ampleur. Les membres d'équipage désignés ont agi conformément aux instructions générales, mais sans expérience préalable face à une situation comme celle qui se déroulait. Chaque embarcation devait être préparée, chargée et mise à l'eau, tandis que le navire continuait de gîter. L'embarquement n'était pas uniforme. Certains débarquaient rapidement, tandis que d'autres laissaient des places vides. Dans les premiers instants, l'ampleur du danger n'était pas comprise par tous, et l'on hésitait à embarquer dans de petites embarcations en pleine nuit.
Cette hésitation initiale a peut-être contribué à l'occupation partielle de plusieurs embarcations, réduisant d'autant plus la capacité effective dans ces instants initiaux. Le processus progressait en parallèle avec le naufrage. Pendant qu'une embarcation était préparée, l'angle du navire changeait, rendant les manœuvres plus difficiles. Les ponts n'étaient plus à niveau et la descente devenait de plus en plus complexe. La coordination exigeait rapidité, mais aussi prudence, car la moindre erreur pouvait entraîner d'autres accidents. À mesure que les minutes s'égrenaient, le sentiment d'urgence s'accentuait. On commençait à réaliser que les options étaient limitées. Loin d'offrir une sécurité, la présence des canaux de sauvetage a mis en évidence la fragilité du système face à une situation d'urgence de cette ampleur. Le remplissage des canaux n'a pas suivi de méthode systématique. Dans certains cas, la priorité était de les mettre rapidement à l'eau avant que l'inclinaison du navire ne les rende inutilisables. Dans d'autres, on a tenté de les remplir au maximum, mais le temps, la confusion et l'évolution de la situation ont compliqué les choses. Il en a résulté une répartition inégale des personnes secourues. À mesure que les canaux s'éloignaient, le pont se vidait progressivement de toute alternative visible. L'écart entre le nombre de personnes et les ressources restantes semblait se creuser à chaque minute. Dans les derniers instants, faute de canaux disponibles ou lorsque les conditions empêchaient leur utilisation en toute sécurité, l'évacuation a été interrompue. On ignore si cette interruption était uniquement due à un manque de ressources ou si d'autres facteurs, tels que le temps, la gîte du navire ou des décisions prises sous pression, ont également joué un rôle. Ce qui est apparu, c'est un système qui, face à une situation d'urgence totale, n'a pas su apporter une réponse suffisante pour tous. La question qui demeure est de savoir si le manque de bateaux explique à lui seul le résultat ou s'il ne s'agissait que d'un des nombreux facteurs qui ont convergé dans ces dernières minutes. Les coups de feu ont-ils vraiment eu lieu cette nuit-là? L'évacuation se poursuivit dans une tension croissante tandis que le navire continuait de gîter. La nuit était noire comme l'encre, la mer restait calme et le pont était le théâtre d'un mouvement chaotique. Des personnes qui ne se connaissaient pas étaient entassées dans des espaces de plus en plus restreints, tandis que des instructions fusaient et que l'urgence grandissait de minute en minute. Dans ce contexte, chaque son prenait une intensité différente, amplifiée par la peur et la confusion. Parmi les officiers chargés du maintien de l'ordre se trouvait un élément invisible pour tous, mais faisant partie de l'équipement standard. Des armes à feu. Elles n'étaient ni exceptionnelles ni improvisées pour cette nuit-là. Elles étaient là, conformément à l'équipement standard, conçues pour des situations spécifiques, exigeant autorité et contrôle. Leur présence n'impliquait pas nécessairement leur utilisation, mais elle introduisait une possibilité qui, au milieu du chaos, devenait inquiétante. Tandis que les canaux de sauvetage étaient préparés et mis à l'eau, la foule se rassemblait aux points d'embarquement. Les voix se chevauchaient, les ordres se mêlaient et la perception de l'environnement se fragmentait. Chacun n'entendait ni ne voyait la même chose. Dans ce vacarme incessant, certains affirmèrent avoir entendu de brèves et sèches explosions, différentes de tous les autres bruits de la nuit. Ces témoignages commencèrent à émerger après le naufrage, lorsque les survivants racontèrent ce qu'ils pensaient avoir entendu ou vu. Certains parlèrent de coups de feu tirés en l'air pour imposer le silence ou dégager une zone bondée. D'autres prétendirent avoir vu un officier pointer une arme au milieu du chaos. Les récits s'accordaient sur l'essentiel, la présence de coups de feu, mais divergeaient sur les détails. Parallèlement, d'autres survivants nièrent avoir entendu ou vu quoi que ce soit de tel. Pour eux, la nuit fut dominée par des cris, des ordres et des bruits de structure, mais pas par des explosions. Dans leurs souvenirs, il n'y eut ni coup de feu, ni tir d'armes à feu. Cette contradiction devint le cœur du mystère, deux ensembles de témoignages inconciliables. Le chaos qui régnait sur le pont empêchait toute observation précise. L'éclairage était inégal, certaines zones étant plongées dans l'obscurité et d'autres brièvement éclairées. Les gens se déplaçaient, trébuchaient, s'arrêtaient, puis reprenaient leur marche. Dans ce contexte, identifier la source exacte d'un son était quasiment impossible. Un bruit sec pouvait être confondu avec un cliquetis métallique, le claquement d'une soupape ou la chute d'un objet.
La perception auditive était également altérée par la situation. Un stress extrême modifie la façon dont les sons sont perçus. Ce qui, pour certains, était un coup de feu distinct, pouvait être, pour d'autres, un bruit mécanique ou un choc contre la structure. L'absence de points de référence communs impliquait que chaque expérience était différente. Ceux qui affirmaient avoir entendu des coups de feu les situaient à des moments précis de l'évacuation, lorsque la pression aux pointes d'embarquement était la plus forte. Ils parlaient de moments où l'ordre semblait s'effondrer et où une intervention immédiate était nécessaire pour éviter que la situation ne dégénère. Dans ces récits, les coups de feu n'étaient pas présentés comme un incident isolé, mais plutôt comme une réaction extrême à un environnement chaotique. Cependant, aucune de ces versions ne s'accordait pleinement sur le nombre de coups de feu tirés, leur emplacement exact ou l'identité du tireur. Certains se mentionnaient un seul coup, d'autres plusieurs. Certains les situaient sur un pont précis, d'autres dans une zone différente. Ce manque de consensus a compromis la possibilité d'une reconstitution claire des faits. Le silence des autres témoins a contribué à la confusion. Les personnes se trouvant à proximité des lieux présumés des tirs ont affirmé n'avoir rien entendu d'inhabituel. Pour elles, la nuit était bruyante, mais pas à cause de coups de feu. Cette contradiction était difficile à résoudre, car les deux groupes se basaient sur des expériences vécues au même endroit et au même moment. La présence avérée d'armes n'a pas permis de trancher la question. Leur existence n'impliquait pas nécessairement qu'elles aient été utilisées. De plus, aucune preuve matérielle ultérieure, comme des douilles ou des dégâts visibles, n'est venue confirmer la présence de coups de feu. Les lieux ne permettaient pas la conservation de ce type de preuves et toute trace aurait été perdue en mer. Pourquoi les événements survenus dans la salle radio n'ont-ils jamais pu être reconstitués avec certitude? Alors que le navire coulait lentement, l'un des lieux les plus critiques restait opérationnel malgré la catastrophe, la salle des communications. Là, l'activité ne s'est pas arrêtée après l'impact, ni même lorsque l'eau a commencé à envahir le navire. Des signaux ont continué d'être émis, les uns après les autres, dans une tentative désespérée de signaler la situation et d'appeler à l'aide avant qu'il ne soit trop tard. L'envoi de messages n'était ni un acte isolé, ni un acte bref. Pendant une longue période, les transmissions sont restées actives, répétant l'appel de détresse et fournissant des informations essentielles sur la position du navire. Cet effort a été maintenu malgré l'aggravation des conditions et l'environnement de plus en plus dangereux. La salle radio est devenue l'un des derniers endroits où l'on tentait encore de maintenir une activité opérationnelle. Contrairement aux autres zones du navire, cet espace était exigu et chargé de tension. Le bourdonnement constant des équipements, les vibrations de la structure et la conscience que chaque seconde comptait créaient une atmosphère extrême. Les personnes présentes travaillaient sous pression, conscientes que chaque message pouvait faire la différence, mais aussi que la marge d'erreur se réduisait comme peau de chagrin. Au fil des minutes, des conflits ont commencé à éclater dans la pièce. Il ne s'agissait pas de longues discussions formelles, mais plutôt de brèves altercations, nées du stress et de l'urgence. Les priorités ne coïncidaient pas toujours, et des décisions devaient être prises immédiatement. Dans ce contexte, la coordination devenait fragile, et le moindre désaccord prenait une importance démesurée. Les récits des événements ont commencé à diverger presque dès le début. L'un des survivants a donné différentes versions des faits à différents moments. Dans un premier temps, il décrivait une scène de confrontation directe avec des bagarres et des actes extrêmes. Plus tard, cette même personne a présenté une version différente, moins violente et avec un déroulement des événements différents. Ces variations étaient loin d'être mineures. Des détails clés ont changé. Qui était présent à certains moments, quelles actions ont été entreprises et comment la situation a été résolue. Chaque nouvelle déclaration modifiait le tableau précédent, créant une séquence difficile à suivre et encore plus difficile à confirmer. Il ne s'agissait pas de nuances mineures, mais de différences substantielles. La difficulté à reconstituer les événements était accrue par le fait que les autres personnes impliquées n'ont pas survécu. Sans leur témoignage, toute tentative de comparaison des récits restait incomplète. L'histoire de la salle radio s'est retrouvée presque entièrement basée sur une seule voix, et cette voix n'est pas restée constante au fil du temps. Le contexte n'a pas facilité la reconstitution des faits. La personne qui a témoigné l'a fait après avoir vécu une expérience extrême, marquée par la peur, l'épuisement et la perte. La mémoire,
soumises à un tel traumatisme, ne pouvaient fonctionner comme un enregistrement exact. Les souvenirs pouvaient être altérés, mélangés ou réorganisés avec le temps, même involontairement. Malgré les contradictions, certains éléments sont restés constants. Des signaux de détresse ont été émis et sont restés actifs pendant une grande partie du naufrage. La salle radio n'a pas été abandonnée immédiatement et le travail s'est poursuivi aussi longtemps que possible. Cette persévérance est l'un des rares points d'ancrage dans un récit fragmenté. Le mystère ne réside pas dans la question de savoir si des signaux ont été émis, car cela ne fait aucun doute. Il ne s'agit pas non plus de savoir s'il y avait des tensions, car le contexte les rendait inévitables. Le mystère réside dans les détails concrets, dans les actions précises qui se sont déroulées dans cet espace clos alors que le navire approchait de sa fin. Ce qui s'est passé dans la salle radio s'est déroulé entre l'urgence du moment et la fragilité de la mémoire humaine. Sans archives claires, sans témoins multiples et avec des récits qui ont évolué au fil du temps, la séquence exacte a été perdue à jamais. Le naufrage du Titanic est le résultat d'une combinaison de décisions, de circonstances naturelles et de limitations techniques qui ont convergé à un moment critique. Bien que de nombreux événements aient été reconstitués, d'autres sont restés incomplets dès le départ, fragmentés entre des témoignages partiels et des situations qui n'ont jamais pu être observées directement. Plus d'un siècle après, la tragédie est encore marquée par ces questions sans réponse, non pas par manque d'enquête, mais parce que tout n'a pas laissé de traces. Le Titanic demeure un rappel de la portée limitée de la connaissance humaine et de l'endroit où commence l'inconnu.